Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, est confrontée à d'énormes pertes de revenus dues à la pandémie du coronavirus. Mais son PDG déclare que la compagnie fera tout ce qu'il faut pour survivre. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé un plan de soutien économique et social d'un montant de 24,4 milliards d'euros. Objectif, soutenir les entreprises et les plus vulnérables contre le Covid-19. Et puis en Guinée-Conakry, le nouveau Parlement a élu son président. Amadou Damaro Camara est désigné par ses collègues par 98 voix contre 6 pour son adversaire Mohamed Lamine Kaba. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, est confrontée à une perte de revenus de 550 millions de dollars entre janvier et avril 2020. Ceci dans un contexte où la pandémie de nouveau coronavirus frappe les voyages dans le monde entier. Mais dans une interview accordée à l'AFP TV, son PDG déclare que la compagnie fera tout pour survivre. Début mars, le PDG d'Ethiopian Airlines affirmait lors d'une conférence aéronautique à Addis Abeba que la pandémie de nouveau coronavirus n'était qu'un problème temporaire, comparable à un désastre naturel ou à une hausse brutale du prix du pétrole. Un mois plus tard, son discours a radicalement changé. La première compagnie aérienne d'Afrique est en lutte pour sa survie. Cette compagnie est une compagnie extraordinaire. Je pense que nous allons survivre. Nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer notre survie. Et pour y parvenir, elle cherche à augmenter son activité de fret et à retarder les paiements dus pour la location d'avions. Si vous vous mettez à ma place, le seul chemin pour Ethiopian Airlines est d'étendre ou de recentrer ses ressources, son énergie et son temps sur des activités qui ne sont pas touchées par le coronavirus. La compagnie a commencé à jouer un rôle majeur dans la lutte contre le coronavirus en Afrique en distribuant de l'équipement médical sur tout le continent. Malgré ça, elle pourrait ne pas pouvoir survivre plus de 3 mois avant de devoir chercher de l'aide financière à l'extérieur. Serons-nous capables de tenir avec seulement 15% de nos revenus ? Parce que le fret ne représente que 15% des revenus. Pour une courte période, oui. Mais pour combien de temps ? Très difficile à prévoir. Selon l'Association internationale du transport aérien, les compagnies aériennes pourraient perdre 6 milliards de dollars de revenus passagers en 2020 à cause du nouveau coronavirus. Ethiopian Airlines, joyau détenu par l'État éthiopien et source vitale de devises étrangères, a déjà annoncé avoir perdu 550 millions de dollars de revenus depuis janvier. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a procédé à l'annonce d'un énorme plan de soutien économique et social d'un montant de 24,4 milliards d'euros. Objectif, soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie de Covid-19. Nous annonçons ce soir un énorme plan de soutien économique et social de 24,4 milliards d'euros. Un autre domaine important qui nécessite d'énormes dépenses supplémentaires est le soulagement de la faim et de la détresse sociale dans nos communautés à travers le pays. Nous reconnaissons que la capacité du gouvernement à distribuer de la nourriture n'est pas suffisante pour répondre à l'énorme besoin qui a grandi depuis le début de l'épidémie. Au Sénégal, les autorités ont décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les commerces, les transports et les administrations pour freiner la propagation du coronavirus. Dans les rues de Dakar, quelques réactions à cette décision ont pu être recueillies. On écoute. Oui, c'est une bonne initiative, dans la mesure où elle nous permet d'éradiquer le plus rapidement possible la maladie et surtout de se protéger. Parce que comme vous le savez, la maladie est une maladie très dangereuse déjà. Donc si tout le monde portait un masque, ça nous permettra
d'ici peut-être quelques jours, avec l'aide de Dieu aussi, Inch'Allah Rabbi, d'éradiquer la maladie pour de bon et vaquer à nos préoccupations. Parce que là, l'économie est arrêtée, tout est arrêté, rien ne bouge et cela ne nous arrange pas. Elle va vite quand même, mais c'est une très bonne loi. Parce que bon, on n'a pas de moyens dans notre pays, donc il faut que les gens évitent cette maladie. Et pour ce faire, il faudrait que je me protège, je protège les autres. À la raison pour laquelle le port de masque est apprécié quand même. Seulement, la mesure a été trop vite. Parce que bon, ça a été décrété le soir et le lendemain, on a déjà voulu mettre ça en vigueur avec les gens qui n'étaient pas préparés à cela. Et l'État aussi devrait quand même aider certaines personnes à se munir de masques. Je pense que la question a été très bien posée et ça c'est à saluer car le gouvernement est sur cette chemin-là. Mais la seule chose en est qu'ils devront indiquer lequel des masques qu'on doit porter. Parce qu'il y a beaucoup de masques dans les rues que les gens vendent, les marchands ambulants et autres. Ils sont les oubliés du mouvement populaire Irak en Algérie. Des dizaines de détenus attendent leur procès depuis plus d'1 an. Mais la crise de coronavirus a plongé les autorités dans un silence assourdissant sur leur situation. Ils ne jouissent pas du statut d'opposants politiques, vivent souvent loin d'Alger, la capitale du Irak, et sont parfois assimilés à des voyous. Face à l'indifférence quasi générale, leurs familles ne savent plus vers qui se tourner. C'est ainsi que des groupes de mères de détenus se sont créés après des rencontres dans les prétoires algérois pour partager leurs déboires. Aujourd'hui, ces compagnes d'infortune se soutiennent mutuellement pour sauver leurs enfants. Le Irak et la justice les ont oubliés et avec le coronavirus, ils paient lourd devant cet oubli. C'est la double peine avant le jugement, se désole un Algérien qui en a perdu le sommeil. La vie de ces familles, souvent issues de milieux modestes, s'est arrêtée le jour de leur arrestation. Il a fallu prendre des avocats et les rémunérer. Leur désespoir s'est accru avec la pandémie du Covid-19 et l'annulation des visites au parloir, même si, selon les autorités, aucune contamination n'est à déplorer dans les geôles. Certains détenus attendent leur procès depuis plus d'1 an. Ils ont vu arriver puis partir d'autres prisonniers du Irak, libérés ou condamnés à une peine déjà purgée. Les autorités algériennes ne communiquent pas sur le sujet. En Guinée-Conakry, le nouveau Parlement a élu son président, Amadou Damaro Camara, est désigné par ses collègues par 98 voix contre 6 pour son adversaire, Mohamed Lamine Kaba. Il faut dire que le nouveau chef du Parlement est un proche du président Alpha Condé. Dans un contexte de crise politique en cours depuis des mois, Amadou Damaro Camara a été élu président de l'Assemblée par 98 voix contre 6 à son adversaire Mohamed Lamine Kaba. Le vote s'est déroulé en l'absence non seulement des principaux dirigeants de l'opposition nationale, mais aussi des diplomates étrangers. Les députés masqués ont conservé 2 sièges vides les uns entre les autres pour parer la propagation du Covid-19. Avec 688 cas déclarés et 6 décès, la maladie progresse rapidement dans le pays. Le nouveau Parlement tenait sa séance inaugurale après les législatives du 22 mars dernier, boycottée par l'opposition et critiquée par les États-Unis, l'Union européenne et la France. Le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti du chef de l'État et du nouveau président de l'Assemblée, dispose de 79 sièges sur 114. L'adversaire d'Amadou Damaro Camara était quasiment inconnu du grand public. La Guinée, malgré d'importantes ressources naturelles, est en proie à la contestation contre le projet prêté au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat fin 2020. Cette crise a donné lieu à des violences qui ont fait des dizaines de morts depuis mi-octobre. Alpha Condé, ancien opposant historique devenu premier président démocratiquement élu, après des décennies, entretient l'ambiguïté sur ses ambitions personnelles. L'ancienne constitution limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels. En même temps que les législatives, Alpha Condé a soumis le 22 mars dernier une nouvelle proposition de constitution à un référendum. La proposition a recueilli près de 90% de oui selon la Cour constitutionnelle. Au Togo, l'ancien Premier ministre et candidat à la dernière élection présidentielle à Guillaume Kodjo a été arrêté. Cette arrestation fait suite à son refus de se présenter à la gendarmerie qu'il avait convoquée hier mardi pour une 3e fois. Des précisions à travers cet élément. Arrivé 2e à la présidentielle de février dernier au Togo,
Agbeyome Kodjo a été arrêté à son domicile ce mardi et conduit au service central de recherche et d'investigation criminelle de la gendarmerie. Selon un responsable interrogé par l'AFP sous couvert d'anonymat, l'opposant a été arrêté après avoir refusé de se présenter à la gendarmerie qu'il avait convoquée pour la 3e fois ce mardi. Mais ses avocats ont indiqué que leur client n'avait pu répondre aux convocations du 1er et 9 avril, ainsi qu'à celle de ce mardi pour des raisons de santé. Ces derniers demandent la suspension de la procédure judiciaire, l'opposant ayant parallèlement introduit devant la justice une demande d'annulation de la levée de son immunité parlementaire. L'immunité du candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement avait été levée mi-mars à la demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. Il s'est également, selon le procureur, présenté illégalement comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées togolaises à se mobiliser contre le pouvoir. Agbeyome Kodjo avait obtenu 19,46% des suffrages exprimés à la présidentielle du 22 février, contre 70,78% pour le sortant Faure Gnassingbé selon les résultats officiels. Il avait formulé un recours en justice rejeté début mars par la Cour constitutionnelle qui a validé le scrutin. Au Cameroun, la présidence a reconnu que l'armée était impliquée dans le massacre de civils mi-février dernier dans le nord-ouest anglophone séparatiste. La tuerie avait provoqué un tollé international et Yaoundé niait jusqu'alors toute responsabilité des militaires. Les détails. La présidence camerounaise a admis ce mardi que 13 civils, dont 10 enfants, avaient été tués par 3 militaires et des supplétifs dans un village du nord-ouest séparatiste anglophone mi-février. Un massacre qui avait déclenché un tollé international. Dans un communiqué, la présidence a déclaré que 3 soldats et un groupe d'autodéfense ont donné l'assaut contre une base de rebelles séparatistes et, après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus, ils ont découvert que 3 femmes et 10 enfants avaient péri du fait de leur action. Pris de panique, les 3 militaires aidés de certains membres du comité de défense ont tenté de masquer les faits par des incendies, a ajouté la présidence. Jusqu'alors, pressé par les ONG internationales qui accusaient l'armée et une milice Peul alliée d'avoir perpétré le massacre, Yaoundé avait nié et affirmé que la mort de ces civils était la conséquence d'un malheureux accident. L'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et séparatistes. Et c'est sous la pression internationale que le président Paul Biya avait exigé l'ouverture d'une enquête sur la tuerie dont les premières conclusions ont été livrées ce mardi soir. Suite à ces conclusions, le président Paul Biya a ordonné notamment l'arrestation du sergent, d'un des gendarmes et d'un soldat ainsi que 10 des miliciens non encore identifiés. Il a également ordonné l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les 3 militaires déjà remis à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.